Il suffit parfois de quelques grammes pour arrêter une usine qui vaut plusieurs milliards. Dans une puce électronique, un moteur électrique ou une fibre optique, des métaux au nom presque inconnu accomplissent un travail impossible à remplacer du jour au lendemain. Pourtant, leur transformation dépend d'un nombre extrêmement limité de pays. Selon l'Agence internationale de l'énergie, si certaines restrictions annoncées en 2025 étaient intégralement appliquées, jusqu'à 6 500 milliards de dollars de production annuelle hors de Chine pourraient être exposés. Exposé ne signifie pas perdu. Cela signifie qu'une partie immense de l'industrie mondiale dépendrait d'un approvisionnement devenu incertain. Comment l'économie la plus technologique de l'histoire a-t-elle pu construire un tel point de fragilité ? Pour le comprendre, nous allons suivre le trajet d'un matériau depuis la roche jusqu'à la puce, au moteur ou à la batterie. Et nous allons découvrir pourquoi le véritable pouvoir ne se trouve pas toujours dans la mine. Il se trouve souvent à l'étape suivante, celle où l'on sépare, purifie et transforme la matière avec une précision industrielle. 8 matériaux concentrent aujourd'hui une part particulièrement élevée du risque: le gallium, le germanium, le graphite, le cobalt, le tungstène, le tellure, l'yttrium et les terres rares utilisées dans les aimants permanents. Leur marché est modeste comparé à celui de l'acier ou du cuivre, mais les produits qui en dépendent valent, eux, des milliers de milliards. Prenons le gallium. Aux États-Unis, environ 4/5 du gallium consommé se retrouve dans des plaquettes à base d'arsénure, de nitrure ou de phosphure de gallium. Ces matériaux entrent dans des circuits intégrés, des diodes laser, des diodes électroluminescentes, des photodétecteurs et certains composants solaires. Le nitrure de gallium est particulièrement utile lorsque l'électronique doit supporter de fortes puissances ou fonctionner à haute fréquence. On le retrouve donc dans les télécommunications, l'électronique de puissance et des équipements très spécialisés. Le germanium raconte une histoire différente. C'est un semi-conducteur, mais son rôle moderne se trouve aussi dans les réseaux de fibres optiques et les systèmes de vision infrarouge. Sans lui, certaines communications et certains instruments optiques deviennent plus difficiles à fabriquer. Le graphite, lui, est beaucoup moins mystérieux. Nous le connaissons par la mine des crayons, mais l'industrie l'utilise dans les matériaux de friction, les lubrifiants à haute température, la métallurgie et surtout les batteries. Dans une batterie lithium-ion, l'électrode négative contient généralement du graphite. Le cobalt est utilisé dans certaines cathodes de batteries rechargeables, mais aussi dans des superalliages capables de résister à des températures extrêmes, notamment dans les turbines. Le tungstène devient un carbure extrêmement résistant à l'usure. Il travaille dans les outils de coupe, les machines minières et la construction. Il entre également dans des alliages lourds, des pièces résistantes et certaines aubes de turbines. Le tellure est principalement utilisé dans certaines cellules solaires à couche mince. Il peut aussi être ajouté à des alliages ou servir dans des dispositifs thermoélectriques. L'yttrium intervient dans les céramiques, les luminophores, certains verres optiques et des cristaux employés dans des lasers industriels, médicaux ou de communication. Enfin, les terres rares magnétiques permettent de fabriquer des aimants permanents très performants. Ces aimants transforment l'électricité en mouvement dans des moteurs, ou le mouvement en électricité dans des générateurs. Aucun de ces matériaux ne dirige seul l'économie mondiale. Mais ensemble, ils relient les centres de données, les télécommunications, l'automobile, l'aéronautique, l'industrie, l'énergie et la défense. Voilà le premier paradoxe. Une très petite quantité de matière peut soutenir une très grande quantité de valeur économique. Lorsqu'un pays annonce la découverte d'un gisement, on imagine souvent que le problème est résolu. Il reste pourtant presque tout à faire. Il faut obtenir les autorisations, financer le projet, construire les routes, l'énergie et les installations, extraire un minerai dont la concentration utile est parfois faible,
puis séparer les éléments, les purifier et les transformer dans une forme que l'industrie peut réellement employer. Ensuite, seulement viennent les poudres, les métaux, les alliages, les aimants, les plaquettes ou les composants. Enfin, chaque matériau doit être qualifié par ses clients. Une usine automobile ou un fabricant de semi-conducteurs ne remplace pas un fournisseur critique en quelques jours. C'est ici que se situe le goulet d'étranglement. En 2025, si l'on exclut les terres rares, le premier pays raffineur représentait en moyenne 72% de l'offre pour les minerais énergétiques étudiés par l'Agence internationale de l'énergie. 2 ans plus tôt, cette part atteignait déjà 70%. Pour le gallium, le graphite, le manganèse et les terres rares, la Chine représente plus de 90% de l'offre raffinée mondiale. Ce résultat ne s'est pas construit en une seule nuit. Il vient d'années d'investissements, de savoir-faire, d'équipements, de réseaux de fournisseurs et de capacités industrielles construites à grande échelle. Le cuivre permet de mesurer ce déplacement. Depuis 2005, la Chine a représenté plus de 90% de la croissance mondiale des capacités de fusion du cuivre. Sa part dans les capacités mondiales est passée d'environ 15% à 50% en 2025. Autrement dit, posséder la roche ne suffit pas. Celui qui maîtrise la transformation peut occuper la position la plus stratégique de toute la chaîne. Pendant longtemps, cette concentration a surtout été présentée dans des rapports. Puis les restrictions commerciales se sont multipliées. Depuis 2023, le nombre de codes tarifaires de minerais concernés par des contrôles chinois à l'exportation a triplé. En 2025, des restrictions ont visé plusieurs terres rares lourdes. D'après l'Agence internationale de l'énergie, certaines entreprises automobiles ont alors réduit leur cadence ou interrompu temporairement des opérations. Le mécanisme est simple. Une licence tarde. Un composant n'arrive pas. Le fournisseur puise dans son stock. Puis son client fait de même. Si la pièce manque toujours, toute une ligne peut ralentir, même si les centaines d'autres composants sont disponibles. Ce n'est donc pas la masse du matériau qui détermine l'ampleur du choc. C'est sa place dans le produit final et la possibilité, ou non, de le remplacer rapidement. L'exemple du graphite est particulièrement parlant. L'Agence internationale de l'énergie estime qu'une interruption complète du commerce de graphite de qualité batterie pourrait exposer plus de 300 milliards de dollars de production annuelle en aval, hors de Chine. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une perte certaine, mais le rapport entre la taille du marché initial et la valeur industrielle dépendante est spectaculaire. Dans le scénario le plus large étudié par l'agence, l'application intégrale des restrictions élargies, annoncée en 2025, pourrait exposer jusqu'à 6 500 milliards de dollars de production annuelle hors de Chine. Une partie de ces mesures élargies a été suspendue pour 1 an, jusqu'en novembre 2026. La vulnérabilité industrielle, elle, n'a pas disparu avec cette suspension. Face à cette dépendance, on pourrait s'attendre à une ruée générale vers de nouveaux projets. La réalité est plus contradictoire. En 2025, les investissements dans les minerais critiques ont diminué de 9%. Les dépenses des entreprises spécialisées dans le lithium ont chuté d'environ 40%. Le cuivre fait exception. Les investissements qui lui sont consacrés ont progressé de 8%. Mais même dans ce cas, les projets annoncés resteraient insuffisants pour couvrir les besoins attendus. Pour 2035, l'Agence internationale de l'énergie projette encore un déficit d'offre de cuivre proche de 25% par rapport à la demande de son scénario de référence. Un déficit persiste aussi pour le lithium. Pour le cobalt, l'écart projeté dépasse 25%, notamment après l'introduction de quotas d'exportation par la République démocratique du Congo. Ces chiffres sont des projections, pas des certitudes. De nouveaux projets, une demande plus faible, davantage de recyclage ou une substitution technologique peuvent modifier la trajectoire. Mais ils révèlent un problème de calendrier. L'industrie peut augmenter sa demande plus vite qu'une mine,
et une raffinerie ne peuvent être autorisées, financées, construites, puis qualifiées. Et les nouveaux entrants partent avec un handicap. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le coût d'investissement d'une raffinerie située hors du pays fournisseur dominant peut être supérieur de 20% à plus de 150%. Les coûts d'exploitation sont, en moyenne, environ 50% plus élevés. Ce différentiel vient du coût des équipements, de la construction, de l'énergie, des matières premières, mais aussi du manque d'infrastructures et de compétences. Le marché seul choisit naturellement le fournisseur le moins cher. La sécurité, elle, demande parfois de payer aujourd'hui pour éviter un choc demain. Si tu veux comprendre les forces invisibles qui déplacent l'économie mondiale, tu peux t'abonner à Monea Global. Ici, on remonte toujours jusqu'au vrai mécanisme. Il existe 4 grandes réponses: produire ailleurs, recycler davantage, substituer certains matériaux et constituer des stocks. Produire ailleurs est la réponse la plus évidente, mais aussi la plus lente. Une chaîne complète ne se résume pas à une mine. Il faut bâtir simultanément le raffinage, les composants, les compétences et les débouchés. Pour les terres rares magnétiques, l'Agence internationale de l'énergie estime qu'une diversification de la chaîne nécessiterait environ 60 milliards de dollars d'investissement au cours de la prochaine décennie. La somme paraît élevée. Elle reste pourtant faible à côté de la valeur des industries qui dépendent de ces aimants. Le recyclage réduit la pression sur les ressources et récupère une matière déjà extraite. Mais il ne peut fournir immédiatement tout ce dont une industrie en croissance a besoin. Il faut d'abord qu'un volume suffisant de produits arrive en fin de vie, puis organiser leur collecte et leur traitement. La substitution peut fonctionner dans certains usages. Les fabricants de batteries ont déjà développé des chimies qui réduisent ou éliminent le cobalt. Mais remplacer un matériau implique souvent un compromis sur le coût, la puissance, la résistance, la taille ou la durée de vie. Enfin, les stocks stratégiques offrent une assurance contre les interruptions courtes. Pour 11 matériaux à haut risque, l'Agence internationale de l'énergie estime que le coût annuel net d'un stockage dans les pays extérieurs aux fournisseurs dominants resterait inférieur à 900 millions de dollars. Ce montant ne reconstruit pas une chaîne industrielle. Il peut toutefois faire gagner le temps nécessaire pour résoudre la perturbation. La réponse la plus crédible ne consiste donc pas à choisir une solution unique. Elle combine plusieurs fournisseurs, du raffinage local, du recyclage, des substituts lorsque c'est possible et des réserves ciblées. Revenons à notre objet du début. Une puce, un moteur ou une fibre optique ne révèlent pas les pays, les procédés et les années d'investissement cachés dans sa matière. Tout semble simple parce que la chaîne fonctionne. Le véritable risque ne tient pas seulement à la rareté de certains éléments dans le sous-sol. Il vient du fait que leur séparation, leur purification et leur transformation reposent sur des compétences concentrées, difficiles et longues à reproduire. C'est peut-être la grande contradiction de l'économie technologique. Elle transforme des quantités minuscules de matière en une valeur immense. Mais elle transforme aussi le moindre goulet d'étranglement en risque mondial. Le prochain grand choc technologique viendra-t-il d'une invention ou du matériau que personne n'a pensé à sécuriser? Sur Monea Global, nous suivons ces dépendances avant les crises. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine enquête.